Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Oui, on repoursuit encore avec la Dragon Gate. Oui, je sais, ça s'enchaîne. Et auquel, si je suis dans une bonne dynamique et auquel ça passe tellement vite, je peux sortir des vidéos comme ça s'il le faut, du fait que ça prend pas énormément trop de temps et auquel je dois au no caca me fatiguer de plus en plus au niveau de ce que je dois raconter. Mais bon, ça je peux pas non plus trop promettre. Mais bon, vous saviez que maintenant je m'attaque à des sujets pareils et auxquels je pourrais attaquer aussi à d'autres sujets en termes de DVD ou encore à autre chose. Donc voilà. Et aussi, je tenais à vous remercier pour ceux qui sont quand même abonnés, parce que si vous vous abonnez, c'est que vous vous intéressez soit à mon contenu ou alors juste comme ça pour le passe-temps. Mais, euh, mais en tout cas, je suis très reconnaissant envers vous quand vous vous abonnez. Après, comme je le dis peut-être à chaque fois, si vous aimez ce que je fais, ou peut-être pas, ça dépend vos cas. Mais si vous adorez réellement, vous savez ce que vous avez à faire, bien sûr. Vous pouvez liker mes vidéos. Et si ça vous intéresse, vous pouvez même commenter. Penser à votre propre avis, car je suis ouvert à des avis de certains. Certains. Non, je veux dire, je suis ouvert à tous les avis respectifs. S'il y en a auxquels je suis d'accord ou pas du tout, je répondrai très franchement, pardonnez-moi. Mais, euh, mais voilà quoi. Je suis ouvert à ce genre de discussion et, euh, et je n'ai rien d'autre à dire, ce n'est merci pour ceux qui s'abonnent. Car ça me laisse penser que je suis très reconnaissant en ce que vous pouvez apporter. Mais au moins, voilà, ça a été dit. Maintenant, je passe au DVD. Donc, bien sûr, sur la Dragon Gate. Alors, si je ne me trompe pas, ça s'intitule Fearless. Ouais, parce que la dernière fois, je m'étais trompé, j'avais dit Airless, alors que c'était pas Earless, c'était Freeless. Parce que oui, je ne comprends pas non plus trop en écriture de ce genre de style, même si je trouve vraiment trop stylé. Mais encore un PPV de la Dragon Gate, donc ça s'est déroulé en 2011, et auquel on a les têtes d'affiche qui sont dans le main event, donc The World One, Akira Tozawa et Yamato. C'est tout ce que je peux vous dire. Les photos, voilà, je vous les montre. En tout cas, bien stylé, bien foutu. Et le derrière. Alors, dans le bonus, si je peux vous dire, il y a une petite vignette de The Duf, Sami Callihan et Harry Canyon qui font la promo auquel ça parle peut-être pour hyper leur équipe. Mais sinon, rien d'autre à dire, vraiment rien d'autre à dire. Et on a le highlight du show, voilà, directement. Et dire que la dernière vidéo qu'elle j'ai fait, ça a été très rapide parce que je voulais pas trop aller droit dans le mur en disant ci ou là et en faisant un monologue très long qui peut vous faire endormir sur place. Donc c'est pour cette raison auquel j'ai été rapide parce que en soi les DVD comme ça, ce genre de contenu peut durer 2 heures. euh, Au niveau des matchs, au niveau des petits promos. Mais sauf que là, il y a moins de promos. Enfin, il n'y a pas du tout, quasiment presque pas de promos. Il y a que des matchs à haute volée. Donc, ou sinon, il n'y a rien grand-chose à raconter. Vraiment pas grand-chose à raconter, si ce n'est que je cite les participants, je dis ce que je vois dans le match, et ça va de plus belle. Ça va vraiment de plus belle. Et le premier match, c'était Shima contre Richwan. Un match assez sympa. De toute façon, c'est comme on débute le match. On commence toujours par un match très sympa. Et auquel, je me rappelle au début,
Shima faisait son entrée avec la musique, et Rich One, il fait son entrée sans musique, mais qui fait un tout petit freestyle avec Johnny Gargano, et que sans musique, c'est un peu comme si on est un peu con de faire ça sans musique, mais il le fait en réussissant tout de même. Donc même si c'est un tout petit peu ridicule, il arrive quand même à assurer ce petit truc qu'il peut avoir, et auquel ben, ça ne frétille pas non plus Shima, vu comment Shima il reste quand même intraitable, surtout du niveau in-ring, et que même s'il va passer le plus clair de son temps à bah, dominer Rich One, et que Rich One est obligé de sceller à chaque mouvement de Shima, euh, il réussit quand même un tout petit peu à s'en sortir, mais pas pour une durée ben, indéterminée. Tout ça n'est que provisoire, parce que par la suite, ben, celui qui va remporter le match, ben, c'est Shima. Même si Rich One il a enchaîné prise sur prise et tentative de finition, ça n'a pas suffi. Ça n'a vraiment pas suffi, parce que Shima a su avoir le dessus au bon timing. Au bon timing. Et auquel bah, c'est lui qui remporte le match. Je sais pas quel genre de type de prise il a utilisé, mais il remporte le match. C'est tout ce que je peux vous dire. Et pour ça, ce match-là, c'est un 3,40 et que c'est victoire de Shima. Vous le saviez, j'ai pas besoin de le raconter une, deux ou trois, quatre fois. Oui, excusez-moi si vous entendez mon chien, parce que des fois mon chien il aboie quand il y a des comités d'accueil. Après, si vous entendez pas, c'est parce que je porte un casque et un petit micro avec, mais des fois ça peut s'entendre, ça peut arriver. Donc je tenais à vous prévenir. Donc voilà. Ensuite, un match six-way freestyle. Dire comme ça, on dirait bah, des personnes qui vont peut-être se faire un freestyle de rap. Eh ben, détrompez-vous, ce n'est pas du tout le cas. C'est un genre de style où tout le monde arrive et bah, se battent, éliminent, éliminer tel ou tel catcheur. Donc les participants sont Eric Canyon, Brody Lee, Tony Nese, Alex Colon, Air Fox, Scott Reed. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, vu comment il n'y a que cela. Même s'il y avait sur élimination, comme je l'ai dit, parmi les personnes auxquelles ils participent, ne ressortent pas vainqueurs. Et pourtant, il y a Tony Nese, et surtout par-dessus tout, il y a Brody Lee, il y a vraiment Brody Lee, qui pourrait être méritant à remporter le match. Eh ben non. Non, dommage, ce n'est pas lui qui remporte le match, mais Eric Canyon. Et je crois qu'il s'était fait éliminer par l'un des participants, Brody Lee. Je ne sais plus si c'est ben, Tony Nese ou alors Eric Canyon ou un des autres, mais tout ce que je sais, c'est qu'il avait été hors d'état de nuire, et que celui qui va subir la prise finale de Eric Canyon, c'est Alex Colon, je pense. C'est lui qui va bah, servir de faire valoir un gagnant comme Eric Canyon, même si il vient justement remporter le bordel. Je n'ai pas d'autres arguments à dire, si ce n'est que c'est victoire de Eric Canyon. Et pour ça, ce match-là, c'est un 3,5. Donc voilà, c'est un 3,5. Et je repoursuis entre Susumu Yokosuka contre Ricochet. Donc bien sûr, les gars comme Shima ou Ricochet sont toujours dans The Blood Warriors, donc cette faction auquel ben, ils sont très très dominantes dans la Dragon Gate, que ce soit Japon, Angleterre et États-Unis. Au Mexique, je pense pas qu'ils ont fait ben, une structure. Enfin, il y a peut-être des rumeurs à propos de cela, mais je peux pas vous le prouver que si c'est vrai ou si c'est faux. Moi, tout ce que je sais, c'est que je connais trois structures de Dragon Gate. Donc la première, c'est au Japon, la deuxième aux États-Unis, et la troisième, que j'avais découvert très récemment, en Angleterre, au Royaume-Uni plus précisément. Donc c'est tout ce que je peux en dire, si ce n'est que là que j'ai comme petite connaissance. Et que là, dans ce match-là, il s'est passé ben, des dingueries sur dingueries avec les styles de prise. Même si Ricochet
était très 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 agile, même si on sait que dans notre heure actuelle, il est toujours très agile. D'autres qui s'en fichent de lui, ou alors d'autres qui l'apprécient beaucoup, ou alors il y en a qui sont quasiment jaloux de Ricochet, parce que vous savez, dans notre époque à nous, il est avec Samantha Irvine, auquel elle fait beaucoup parler d'elle, notamment avec ses publications auxquelles elle a des réactions de dingue, surtout quand elle annonce ou peut-être quand elle fait juste une réaction ou un post réseau social et que même si c'était récemment auquel j'ai vu la publication, mais bon, il y a tellement de trucs auxquels je suis au courant à propos de ça qu'on se dit que euh, certes, il mérite même pas Samantha Irvine, Ricochet, mais il a de la chance. Parce qu'il y en a qui sont complètement jaloux, d'autres qui sont pas du tout jaloux et qui sont juste fans parce qu'il fait il fait quasiment des relais acrobatiques tel un équilibriste ou un acrobate ou un voltigeur hors pair. Il y en a qui verraient de cette façon-là, hein. Même si, même si on sait que c'est pas une menace, Ricochet c'est pas du tout une menace, ça on le sait, mais mon Dieu qu'est-ce qu'il est athlétique. Et aussi, on a du mal à le suivre, un coup qui va très rapide. Et que c'est aussi pour ça que dans notre époque actuelle, il est champion speed, même si c'est un titre auquel on s'en bat les steaks, parce que il y en a qui sont sur X, anciennement Twitter, qui regardent ça. Moi, j'arrive pas à regarder le show parce que je me dis, oui, il y a des extraits, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup que je regarde vraiment ce qui se passe sur X? Parce que ça intéresse certains, ça intéresse pas certains. En soi, il m'importe pas beaucoup d'importance. C'est ma façon d'être et c'est un peu mon avis auquel je préfère en dire. Malheureusement. Mais bon, dans ce match-là, bon match contre Susumu Yokosuka et que j'étais persuadé que ce serait lui qui pourrait remporter le match. J'étais prêt à dire que ce serait lui qui pourrait remporter le match. Et bien finalement, pas du tout. Pas du tout parce que ça fait deux fois, et quand je dis deux fois, ça veut dire deux fois, qu'il perd contre un des catcheurs différents et qu'il perd contre Susumu Yokosuka. Avec, si je ne me trompe pas, je sais que je l'ai vu un peu rapidement, mais je pense qu'il lui a mis KO avec des coups d'avant-bras et qui l'emporte avec un Blue Thunder Bomb. Euh, je sais pas si j'ai raison ou si j'ai tort, mais je crois que c'est un de ceux-là auquel il remporte le match. Et c'est un peu dommage pour Ricochet. Mais bon, 3,50 vu comment ça fait vraiment le taf. Le match, il fait vraiment beaucoup le taf. Et on passe au suivant, entre Masaki Mochizuki contre Sami Callihan. Excusez-moi si j'ai un tout petit peu tapé dans le micro, mais je tenais à le recommencer. Sami Callihan, auquel aussi il était plutôt bon ce match-là. Et que c'était à cette période auquel Sami Callihan, certes, c'est un gars qui vient de la CZW. Oui, il a un style de fou furieux. Oui, on dirait un dégénéré mental, un punk à chien, si on peut l'appeler comme ça, si on peut le cataloguer. Parce que physiquement, il n'était pas très très impressionnant, à part que il a un style plutôt atypique. Et il a une gueule qui fait détraquer mental, surtout quand il tire une gueule. Mais sinon, in-ring, j'ai rien à dire. Il a ce côté du truc auquel il est passable, vraiment passable, et auquel il peut être excellent comme il peut être un peu niais. Bon, après, j'ai pas dit qu'il était niais en tout, hein. C'est juste qu'il y en a qui sont impressionnés, d'autres qui se disent ah, son style, c'est pas ma tasse de thé. Ça dépend vos goûts, ça dépend les goûts de chacun, mais il faut le voir d'un très bon œil comme il y en a qui le verraient d'un mauvais œil. Et dans ce match-là, ça a été du pur brawl,
parce qu'il y a eu que de la brawl, que des coups dans le visage, que des coups de pied, des prises assez brutales. Là, on se disait peut-être que ça raconte rien. Est-ce qu'il y a peut-être une histoire derrière? J'ai pas tout suivi. On peut le traiter ça comme ça parce que oui, les matchs auxquels je regarde, j'ai pas tout suivi la Dragon Gate, même s'il y avait John Moxley auquel il était un tout petit peu insane, auquel il faisait des segments assez hors du commun et auquel il a réussi à se démarquer ainsi. Mais dans le cas des personnes telles que Sami Callihan, c'est un peu, c'est pas très très mémorable, hein, je vais pas vous le mentir. Mais sinon, le gars, il assure vraiment. Et pourtant, malheureusement, il perd le match face à Masaki Mochizuki, auquel il le met KO des plusieurs coups d'avant-bras au visage, et que surtout la dernière, le met quasiment vers Jupiter, ou alors le fait, le fait perdre conscience, auquel il est plus sur Terre. Donc il l'assomme avec un gros coup d'avant-bras et il remporte le match. Et pourtant, malgré tout ça, Eric Canyon, il attaque son agresseur. Et malgré qu'il soit KO, Kalien, il attaque. Et que dans cette petite bagarre, on avait les catcheurs. Je crois que c'était les catcheurs face et les catcheurs heel qui séparaient les catcheurs auxquels ils se battaient. Ouais, parce que c'est pas comme on voit actuellement, que ce soit de la EW ou de la plus, vraiment plus de la WWE, auquel on voit les catcheurs qui sont, on va dire, dans la tenue de agents de sécurité. On va dire que ce sont des catcheurs qui apprennent leur métier, mais qui ont un rôle en tant qu'agents de sécurité pour se faire démolir par des catcheurs et catcheuses. Ça, on le voit extrêmement beaucoup et que je vais peut-être vous le dire, j'aime pas trop, même si ça peut faire de l'audimat, mais j'aime pas trop parce que on sait à quel point ils sont faits pour se faire casser la figure. On le sait, je le sais, vous le saviez. Et que rien ne me dise que ça, je sais pas comment vous le dire très clairement parce que là je commence à m'y perdre et que peut-être que je suis pas peut-être crédible dans ce que je raconte, mais c'est du vu et revu. Pour moi, c'est du déjà vu. Ça pouvait marcher quand ça devait marcher de temps en temps, mais là c'est beaucoup plus souvent. Là, c'est sans arrêt, on voit des agents de sécurité se faire baltringuer par d'autres catcheurs. Ou baltringue. Non, pourquoi je dis baltringue? C'est pas baltringue, c'est se faire castagner. On voit beaucoup d'agents de sécurité, même si ce sont des catcheurs incognito, auxquels ils se font castagner par d'autres lutteurs et lutteuses. Alors que là, c'était des catcheurs des coulisses parce que ils savent pas engager d'agents de sécurité à la Dragon Gate. Ils n'ont pas le gros fonds de monnaie nécessaire. Oh que non. Donc ça s'arrête ici et c'est un 3,60 vu comment j'avais super bien aimé. En revanche, le match suivant, c'est assez rapide, mais auquel je préfère même pas trop donner d'importance. C'est le match entre John Davis contre Pinky Sanchez. Le match c'était un peu beauf. Il y a eu des bons échanges, il y a eu quelques coups, mais après, je me rappelle, c'est John Davis utiliser des grosses prises. Et quand c'est des grosses prises et quand il faut bah, teaser et un peu doser la donne pour que ça augmente en puissance, j'ai rien à dire sur ça. Vraiment rien à dire. Vu comment c'est un gars qui a un physique, il peut détruire n'importe quel lutteur auquel ils n'ont pas un physique adéquat. Donc c'est un peu logique que John Davis détruit Pinky Sanchez de manière un peu fastoche. Et pour ça, vu comment ça avait, on va dire, un peu de sens, ou peut-être pas, ça dépend de votre point de vue, c'est un 3,20. C'est un 3,20, je tenais à vous le dire. Et elle a plus que 2 matchs et après c'est terminé. Austin Harris contre Johnny Gargano.
Comment vous dire, grudge match, c'est un match où tout est permis. Et pourtant, dans ce match-là, j'ai remarqué que c'était un match assez basique auquel les deux lutteurs peuvent utiliser des arsenals auxquels ils sont préférables de le faire. Ça leur est déjà arrivé de se battre dans le public, auquel le public a très bien réagi. Euh, Après, ils ont utilisé des grosses prises, même dans le public. Et après, le bouquet final dans le ring. Il y a eu pas mal d'échanges entre Johnny Wrestling et Double A. Mais il y a tellement de choses à citer, à part que Johnny Gargano a utilisé des spears entre les cordes, tentative de crossface auquel ça devient sa manœuvre préférée, alors que Austin, lui, sa manière à lui, c'est plutôt s'en sortir des situations assez périlleuses et de répondre aux répondants, notamment sa pendule elbow, ou encore, s'il le faut, shooter au visage de l'adversaire pour que sa tête part en arrière comme si c'était un ballon de foot et auquel on marquait un but. Utiliser un 450 splash ou un brainbusters, ça peut être largement convenable pour lui, et pourtant c'est exactement avec un brainbusters auquel il arrive à venir à bout de celui qu'on appelle Johnny Gargano ou Johnny Wrestling. Donc c'est victoire de Austin Harris et c'est un 3,80. Peut-être que j'aurais pu le mettre un 3,90. J'aurais peut-être pu mettre ça, mais je me dis, allez, ça peut convenir, ça peut aller. Ça peut vraiment aller. Et là maintenant, c'est pour le titre par équipe de la Dragon Gate. Donc The World One, Pac et Masato Yoshino contre Yamato et Akira Tozawa. Donc les champions contre les challengers. Eh ben, c'était impressionnant et incroyable. Parce que si jamais vous avez du mal à suivre et auquel vous voyez que ça va trop dans tous les sens et qu'ils vont trop vite, il faut savoir adopter ce genre de style. Parce qu'il faut savoir apprécier surtout. Et que j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de temps mort, à part quelques catcheurs qui sont un tout petit peu reposés avant de repoursuivre. Je me rappelle que Pac, quand il était un peu essoufflé, ça lui arrivait qu'il buvait un peu une bouteille d'eau et de repoursuivre par la suite pour qu'il soit un peu frais. Et que je me dis, est-ce que ça c'est un tout petit peu normal? Peut-être. Pourtant, j'ai jamais vu à la WWE, on voit quasiment jamais ça. Parce qu'il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de temps de récupération. Il faut savoir récupérer du mieux qu'on peut. Mais dans une fédération indie, même s'il y en a qui disent que ça fait un peu trop de la merde, là-bas, ça choque pas. Mais il faut savoir apprécier comme on peut savoir détester. Mais sinon, c'était pas mauvais. Vraiment pas du tout mauvais, vu comment je vois qu'ils ont un bon niveau athlétique. Et bon, après, en technique, ils peuvent avoir de technicité assez incroyable. D'autres qui sont pas très bons en technique, mais qui peuvent faire bien vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup de voir vraiment tout ça. Et pourtant, malgré tous les prouesses techniques des challengers auxquels ils ont fait du bien, je pense, ce ne sont pas eux qui remportent le match face à Yoshino et Pac, vu comment c'est Pac et Yoshino qui remportent le match et qui conservent toujours les titres de la Dragon Gate. Et voilà comment je pourrais en dire. Et ça se termine avec un Red Arrow. Donc c'est ce fameux relais acrobatique auquel lui, il a le secret et auquel c'est un artiste quand il fait ça. Je ne dis pas parce que il s'appelle Pac et qu'il ne sait pas faire des choses assez, assez hors du commun. Parce que c'est un fait et c'est réel. Mais voilà. Donc c'est lui qui fait le pin sur... je crois que c'est sur Yamato. Parce que Tozawa, il se fait allumer par Masato Yoshino. Mais sinon, c'est pas qui fait le tomber sur, sur Yamato. C'est tout ce que je voulais dire. Et qui conserve les titres. Et que pendant ce temps-là, ça s'arrête ici. Donc voilà ce que je voulais en dire, même si ça a été un peu rapide. Alors la dernière vidéo, ça a été plus rapide, mais là, ça dure 24
et ça va peut-être durer 25 minutes, mais bon, c'est parce que je voulais durer un peu le plaisir, mais avec des choses à dire, il faut quand même bien le faire. Mais bon, je vais aller droit à l'essentiel. Les matchs à l'ensemble, 4,10. Ça a été un bon show aussi. Et que moi, pendant ce temps-là, je m'arrête ici. Donc c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. A plus et ciao, ce que vous voulez, mais au revoir.